L'Afrique appartient à une autre époque. Sa simple et vénérable sagesse contraste avec l'ostentation, le vide et le vacarme de notre civilisation. Peut-être pour cela l'Afrique est si séduisante. Mais il n'y a pas une seule Afrique. Il en existe plusieurs. Toutes réelles, fascinantes, où beaucoup de personnes s'évaderaient de la monotonie à la recherche de l'aventure. Ces horizons, ces ciels, ces nuits obscures où se fondent à l'unisson le bruit de milliers d'espèces animales. À mesure que je m'éloigne de la côte espagnole, mon désir de marcher sur le sol africain ne fait que grandir. J'ai décidé d'entreprendre un long voyage qui me conduira jusqu'au lointain et mystérieux pays d'Ogon, situé dans le nord-est du Mali. 6000 kilomètres me séparent toujours de ma destination. Je traverserai le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie pour atteindre le Mali. En passant par des villes comme Rabat, la capitale du règne marocain. Ou l'éblouissante Marrakech avec sa légendaire place Rema el Fna, toujours aussi séduisante comme ces enchanteurs de serpents qui la envahissent. Laissant derrière moi la ville de Essaouira, une des meilleures bases touristiques du Maroc et une place renommée pour les surfeurs, je continuais vers le sud, descendant les latitudes et croisant ainsi la ligne imaginaire du tropique du Cancer. Clairement, je m'approchais de l'immense désert du Sahara. La ville frontière de Nouadhibou, capitale économique de la Mauritanie, est le point de départ pour traverser un des plus grands parcs naturels d'Afrique, le parc d'Arguin. Patrimoine de l'UNESCO depuis 1989, est en grande partie désertique, mais possède aussi des îles, des eaux basses et de grands champs d'algues sargasses. Dans de nombreux endroits du parc, on profite de la marée basse pour circuler le long de ces plages. Mais attention, il est impératif d'emmener ses réserves d'eau douce, de nourriture et de carburant. Malheureusement, ces eaux peu profondes ont fait échouer de nombreux bateaux, comme le tristement célèbre naufrage de la frégate La Méduse. La sensation de conduire hors piste dans ces lieux sauvages est unique. Mais cette sensation disparaît à mon arrivée à la capitale Nouakchott, qui ressemble plus à un énorme village poussiéreux entouré de grands bidonvilles. N'oublions pas que la Mauritanie, pays profondément musulman, est l'un des plus pauvres dans le monde. L'analphabétisme de plus de 60% et le manque de formation ont en général accentué la pauvreté dans ce pays, déjà ravagé par la sécheresse et le manque de ressources. Sous un soleil de plomb, dans ces paysages lunaires, se trouve la petite ville de Boutilimi. Pour la première fois tout au long de mon voyage, j'ai eu la satisfaction de donner des vêtements et des fournitures scolaires obtenus grâce à la générosité de quelques amis. Et l'un s'émotionne devant tant de sourires et de gratitude. Bonne chance, au revoir.
Parler du Mali, comme dans de nombreux pays africains, c'est aussi parler de musique. Depuis des temps immémoriaux, l'Afrique se bouge au rythme de chants et percussions. De célèbres chanteurs tels que Salif Keita ou Ali Falta Touré ont obtenu un succès international. Mali fait frontière avec le Burkina Faso, l'Algérie, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Avec une population d'environ 11 millions d'habitants, dont plus de 90% sont musulmans, les 10% restants sont répartis entre catholiques et animistes. Et leur espérance de vie ne dépasse guère 50 ans. La langue officielle est le français, mais il existe plusieurs dialectes tels que le Bambara, le Touareg, le Shanghai et le Dogon entre autres. Djenné est considérée la ville la plus importante d'Afrique de l'Ouest. Située à 500 km au nord-est de Bamako, sur une île du fleuve Bani, un affluent du fleuve Niger. Cela permet de naviguer autour de ces berges et de contempler la ville avec une autre perspective. Malheureusement, le paysage est triste à voir. Des tonnes de matières plastiques et organiques envahissent ces rives. Aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose de ces aires de grandeur. Parcourir ces rues pour admirer ces bâtiments de style soudanais mélangés avec le style arabe est intéressant. Si ce n'était pour la terrible odeur des eaux fécales qui s'écoulent et circulent au milieu des rues et ruelles, due à l'absence d'égout dans la ville. Sans compter le foyer d'infection pour les enfants et d'adultes qui marchent et courent pieds nus dans ces rues. La ville fut construite autour de la tombe de la jeune Vierge Tanapa Dienepo, qui fut sacrifiée et emmurée vivante pour sauver la ville des mauvais esprits. Ça va. Principalement, on se rend à Djenné pour visiter son impressionnante grande mosquée, également connue sous le nom de mosquée de Komboro, nom de l'ancien roi qui a assumé l'islam pour la première fois dans son règne. C'est le plus grand bâtiment du monde construit en torchis, déclaré patrimoine culturel par l'UNESCO depuis 1988. L'une de ses particularités sont les poutres en bois qui sortent de ses murs. Ils sont utilisés avec d'autres planches pour former une espèce d'échafaudage que tous les hommes utiliseront afin de reconstruire les dommages subis par la saison des pluies. D'égale architecture, mais de taille réduite, on retrouve les mosquées à travers tout le Mali, et en quantité plus petite certaines églises catholiques. Les femmes, comme vous le savez, sont le moteur de l'Afrique. Dans la ville de Djenné, les femmes ont formé une coopérative afin de cultiver un grand potager, profitant de la moindre parcelle de terre cultivable. Aidés par les jeunes, ils arrachent de cette terre grande quantité de légumes frais pour leur propre consommation ou pour vendre sur le marché, arrosant un constant va-et-vient des puits avec ces vieux arrosoirs bien souvent troués. Hey, c'est pour moi. C'est gentil, mon ami Ava. Regardez cette salade avec un peu d'eau. Regardez ce qui sort de cette terre.
Mais ils cultivent aussi des poivrons, des haricots, des pommes de terre et de l'ail. Pour accroître sa production, comme dans le cas des oignons, ils plantent 4 ou 5 petits oignons ensemble et avant d'arriver à maturité, ils les coupent en deux afin de doubler leur récolte. Nous sommes dans la ville de Mopti. C'est le plus grand port et le plus important du fleuve Niger. De fait, il existe une activité frénétique tout au long de la journée et de la semaine. De ce port partent des tonnes de poissons séchés qui seront vendus dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais c'est également le lieu de rencontre de nombreux groupes ethniques du Mali, comme les Peuls, les Dogons, les Bosso, les Moussi et d'autres groupes ethniques qui se rassemblent le long de la rivière. La frénétique fourmilière que représente le marché de Mopti est spectaculaire et passionnante. L'éternel tumulte de ses 100 000 habitants et passants, combiné avec l'éternelle entrée-sortir des pinasses, fait de ce port fluvial le véritable centre neuralgique du fleuve Niger. Bien que son véritable emplacement est sur le bord du fleuve Bani, un affluent du Niger. C'est également le point de départ pour remonter le fleuve pour un voyage de 3 jours à l'émythique ville de Tombouctou. Le jeudi est le jour du grand marché. Des centaines de commerçants viennent avec leurs pinasses remplies d'une grande variété de produits à vendre. Depuis des plaques de sel apportées par les caravanes du désert, aux calebasses, au charbon de bois, aux fruits ou aux poissons. Je vais acheter quelques kilos de poissons séchés pour mes amis Dogons. Ils vont apprécier comme un mets parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de le manger. Bonjour, ça va? Non, je vais acheter des poissons. C'est 3 kilos. Non, 3 kilos, c'est bien. Oui, de mon documentaire, mais pourquoi? Une grosse calebasse, hein? Dans la partie nord du marché, près de la rive, se trouve le chantier naval. Ce sont de très bonnes barques, tout fait en bois d'acacia. De fait, la réputation de maître en construction de pinasses est connue au Mali depuis des temps lointains. Ça, c'est le four. Tu fais quoi, les clous? Los clavos, los arpones. Ici, c'est les pains. Ah, ok. D'accord. Les pêcheurs de toute la région viennent ici pour acheter tous les articles nécessaires pour la pêche. Des villages de pêcheurs Bosso et d'éleveurs Peuls sont installés sur les rives de la rivière, profitant ainsi de l'herbe fraîche qu'a laissée la rivière dans sa récession en dehors de la saison de pluie. J'abandonne Mopti à l'aube pour parcourir les derniers 80 km qui me séparent de la capitale du pays Dogon, Bandiagara, située sur la falaise du même nom. Je vais en profiter pour acheter des légumes frais et de la nourriture avant d'entrer dans le territoire Dogon. Ah, le gombo. Ah, c'est le gombo.
2 kilos. Ouais. Mon bon ami Ali, que j'ai rencontré dans l'un de mes précédents voyages, m'accompagnera au pays d'Ogon. Le mécanicien, ça va? Passant en revue une fois de plus ma carte, la soirée m'offre la joie d'un concert surprise. Et nous danserons jusque bien tard dans la nuit. Pourtant, c'était ma dernière nuit dans un hôtel. Les prochaines 8 semaines, mon toit serait le manteau stellaire. Je me réveille très tôt, avec l'inquiétude d'arriver au pied de l'énigmatique falaise de Bandiagara. Située dans la partie orientale du Mali, occupant plus de 30 000 km² et s'étendant du désert du Sahel à la frontière du Burkina Faso, se trouve le pays Dogon. Les Dogons sont l'un des plus célèbres groupes ethniques du continent africain, en raison de son archétype de société traditionnelle presque parfaite. Son incroyable richesse mythologique et son choix géographique pour construire leur village ont en effet contribué à populariser son image. L'ethnologue français Marcel Griaule fut un des premiers à étudier dans les années 30 ce groupe ethnique aussi surprenant, en particulier pour sa complexe connaissance astronomique. En arrivant au pied de la falaise de Bandiagara, on découvre une vue spectaculaire de bâtiments debout accrochés à la falaise, parfois plus de 200 mètres du sol. C'est ici que vivaient les Télèmes, peuple prédécesseur des Dogons, mais aussi appelés Petit Homme Rouge en raison de leur taille de pygmée. Ils mesuraient moins d'1 mètre. Son agilité leur permettait d'escalader les lianes qui couvraient la falaise à l'époque, afin d'accéder à leur minuscule maison. Son emplacement stratégique les protégeait de l'invasion des autres tribus et des grands félins qui occupaient la brousse à cette époque. On ne sait pas très bien comment ils sont disparus, soit par maladie ou anéantis par les Dogons à leur arrivée, il y a 600 ans dans ces lieux. Aujourd'hui, leurs petites maisons servent de sépulture aux Dogons. Ils sentent le cercueil avec de longues cordes de baobab depuis le haut de la falaise. Coincés au bas de la falaise se trouvent les premiers villages Dogons. Leurs maisons construites en briques de torchis faites à la main sont entourées de leurs petits greniers au toit de chaume, où sont stockées leurs récoltes de mil, de riz, de pommes de terre ou de haricots. Dans un passé plus proche, ils ont construit de nombreux villages dans les plaines, par commodité et l'absence de danger, mais en particulier pour la proximité des puits d'eau. La plus grande maison est généralement occupée par le patriarche, tandis que ses épouses et les enfants non mariés vivent à l'étage. Ils devront récolter tout ce qu'ils vont manger au cours de l'année. Dans le pays Dogon, il n'y a pas de cours d'eau permanent. Ils profitent de la moindre flaque d'eau pour subsister pendant la saison sèche, qui habituellement dépasse les 45 degrés. Sur la falaise vit le sorcier, respecté et admiré par le peuple. Les Dogons le visitent pour s'informer sur l'état des cultures, la chasse ou la famille. Et uniquement lui peut boire de cette source sacrée. Voyager en Afrique n'est pas toujours facile. Et on ne passe pas les grandes dunes à la première fois. Les pannes arrivent toujours quand il ne faut pas. Mais cela ne m'empêchera pas d'arriver au village natal de Ali.
Et quelle émotion de voir de nouveau Ali et sa famille réunis. Ça faisait 6 mois qu'il ne les avait pas vus. Parce qu'Ali est l'un des rares Dogons qui est allé à la capitale Bamako pour poursuivre ses études universitaires. Toutes les femmes du village, animées par sa mère et vêtues de leurs plus jolies pagnes, m'offrent une danse de bienvenue. Au rythme de percussion, de la plus jeune à la plus ancienne, toutes me feront participer. Et la moindre des choses est d'accepter leur invitation.